souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis avec une nouvelle invitée, donc c'est Mélissa Bellon, du coup, qui en fait accompagne les femmes à travailler leur communication et leur storytelling. Et du coup, aujourd'hui, on va vous parler un petit peu, on va aborder des questions sur comment justement bien communiquer sur ces réseaux tout en étant soi et raconter son histoire. Voilà, donc salut Mélissa. Salut, merci de m'accueillir sur ton podcast. De rien, je t'en prie. Alors du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Enfin, tu sais, la dernière fois qu'on a échangé, tu me racontais un petit peu ton parcours, comment tu étais passée en fait de tes études dans la pub jusqu'à arriver à proposer des services dans le storytelling. Enfin, du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Comme tu l'as dit, je m'appelle Mélissa et je fais du conseil dans le storytelling et dans la stratégie de communication authentique. J'habite à Bali depuis octobre 2018. Yes. Comme tu l'as dit, j'ai fait mes études dans une école de pub et du coup j'ai un BTS communication. Euh, Entre-temps, entre mon BTS communication et ma spécialisation, je suis partie voyager. J'ai fait un petit tour du monde pendant 6 mois, ce qui m'a un peu donné la bougeotte pour la suite et qui m'a donné envie de repartir. Du coup, je me suis spécialisée après mon BTS communication dans les nouvelles technologies, mais appliquées aux produits touristiques. C'est par là que je me suis dirigée par la suite, en fait, après mes études. Comme je te l'ai dit, je ne me sentais pas vraiment de rester à Paris, Ouais. de me trouver une vie en agence, etc., un boulot en agence de communication, de pub ou de voyage. Mm. Euh, du coup, je suis partie m'installer à Bali quelques mois après mon diplôme. Je me suis lancée en freelance en tant que community manager. Ah oui, Euh, voilà, c'est ça. Tu n'as pas tout de suite fait, en fait, tu t'es pas tout de suite orienté vers le storytelling. C'est ce que tu disais, c'est que tu avais déjà commencé par faire du community management. Et après, tu t'étais dit, mais en fait, j'ai l'impression que je ne suis pas encore vraiment moi-même encore. Il fallait encore passer à l'étape d'après. Exactement. En fait, même quand j'étais en agence, je sentais que j'étais pas vraiment alignée avec Mm. moi-même, avec ce que je voulais vraiment faire. C'était assez, j'étais assez restreinte, si tu veux, quand j'étais dans du CM ou même quand j'étais responsable marketing digital dans une agence de voyage. Mm. Je me sentais vraiment dans une boîte et je me sentais pas d'évoluer comme ça. Et j'étais pas Yes. forcément d'accord avec les valeurs de la boîte pour laquelle je travaillais, etc. Donc Ouais. c'était un peu compliqué pour moi de me projeter et de m'imaginer travailler dans une agence, tout simplement. C'est pour ça que j'ai fait le choix de me lancer en freelance, même si j'avais aucune expérience et je suis partie, aucune expérience en tant que freelance, je veux dire, je suis Ouais. partie après mon expérience en alternance et dans des agences pendant mes stages. Et ouais, je me suis lancée dans le, dans le CM parce qu'en fait, j'avais pas vraiment réfléchi, je m'étais pas vraiment posé la question de qu'est-ce que je veux réellement faire. Je sais ce que je veux pas faire. Ouais. Je pense que je voulais pas travailler en agence et que Mm, faire mm, du mm. community management en tant que freelance, ça allait me correspondre, ce qui n'était pas le cas. Et ça, je l'ai découvert en faisant des missions qui n'avaient pas de sens pour moi, C'est ça, malheureusement. Et ouais. du coup, j'avais l'impression de perdre mon temps et d'être partie pour m'épanouir, mais de ne pas être épanouie au final. Du coup, Mm. c'était un peu compliqué cette période-là. Et c'est là que je me suis dit, mais attends, enfin, trouve quelque chose qui te fait vibrer, qui te parle, etc. Et c'est là où je me suis souvenue du storytelling et je me suis rappelé de pourquoi j'avais pas aimé travailler en agence, C'est ça. parce que j'étais pas en accord avec les messages qui étaient diffusés, j'étais pas en accord avec la communication qu'on faisait, etc. Tu m'avais dit que Donc, c'était une question aussi d'authenticité que tu n'avais pas retrouvée dans les marques, en fait, que tu avais cette impression. Et ça, j'ai l'impression que beaucoup de personnes peuvent être concernées, c'est que parfois, quand on ne travaille pas à notre compte, on a le sentiment de devoir un peu mentir ou embellir la vérité, enfin, embellir le tout, faire un espèce de package, alors qu'au fond, on se dit, ah, mais c'est pas vraiment, en fait, c'est pas vraiment la réalité, en fait. Et donc, on se sent tiraillé un petit peu. c'est ça. Et en fait, dans l'inconscient collectif, c'est ce qu'on doit faire. On doit mentir, Ça, on doit embellir exactement. pour vendre. C'est Encore quelque plus, chose oui, dans le marketing, ouais, c'est souvent un truc qu'on... Enfin, inconsciemment, comme tu le dis. Ouais, Alors on a les ressources nécessaires, on a des belles histoires, des belles choses à raconter, mais on se focus toujours sur le plus, sur ce que peuvent faire les autres, etc. Donc c'est pas vraiment le reflet de notre réalité. ouais. Et c'est ça qui m'a un peu dérangée dans le fait de travailler pour quelqu'un d'autre et le fait de devoir aller à l'encontre de mon éthique et de mes valeurs. Mm.
Est-ce que tu ne penses pas que ça vient du fait aussi qu'aujourd'hui, en fait, les gens sont aussi beaucoup plus impressionnés ou vont peut-être aller plus vers des gens qui ont, tu sais, on appelle ça le shiny object, un petit peu, tu vois, le truc génial. Et donc, du coup, ça attire peut-être beaucoup de monde. Mais après, quand on creuse un petit peu, bah, finalement, le tri est vite fait parce que du coup, les gens se rendent compte que c'est pas forcément authentique. Et puis après, ils se disent, bah, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment qu'il y ait une vraie personne derrière, que ça ait du sens, etc. Est-ce que tu Mais penses je pas pense que que c'est c'est... ouais, les personnes Ouais, qui se dirigent vers des formes de communication un peu plus authentiques, vers le storytelling, elles ont déjà expérimenté des choses qui ne fonctionnent pas pour elles. Elles ont ouais, c'est déjà ça. essayé de suivre des stratégies qui ne sont pas faites pour elles parce que tout simplement, Yes. je pense qu'il faut vraiment essayer de créer au maximum une stratégie qui est super personnelle, qui correspond Mm. à toi-même. Tu peux Ça, c'est pas, super euh, intéressant, ouais. Mm. tu peux pas copier-coller une stratégie de quelqu'un d'autre, ça ne Ouais. marchera pas Et, forcément pour toi, parce que et tu c'est vois, pas fait pour ouais, c'est vrai que c'est super intéressant. Et tu vois, c'est marrant qu'on soulève ça parce que on est encore plus justement dans cette société où là, en fait, il y a un espèce de boom de la formation en ligne, des accompagnements et tout. Et c'est vrai que, alors je sais pas de ton côté, mais c'est vrai qu'on nous vend un petit peu une espèce de stratégie miracle parfois. Et peut-être qu'en tant que consommateur aussi, on se dit, ah tiens, ça va m'aider, ça va être la solution en fait. Alors qu'en fait, finalement, enfin moi, je sais que je le dis à des clientes et je le dis aux personnes que j'accompagne, qu'en fait, ok, il faut s'en imprégner, mais après, il faut aussi savoir, comme tu le dis, bah, se le réapproprier et en fait être hyper au clair avec bah, ce qui marche pour nous et où on met sa propre limite en fait. carrément. Mm. C'est vraiment ça. Et c'est ça qui peut être frustrant parce qu'on a l'impression qu'on est nul, qu'on n'y arrivera jamais, etc. Mais c'est Ah, juste qu'on n'applique pas la bonne méthode et qu'on n'a pas pris le temps de se poser la question de quelle méthode me correspond vraiment, quelle yes. méthode correspond à ma personnalité, à ma manière de communiquer avec les autres, etc. Mm. Je sais qu'à titre personnel, la prospection, c'est quelque chose dans lequel je ne suis pas à l'aise. Ouais, J'aime pas faire ça. Et du coup, c'est yes. pour ça que je me concentre sur mon personal branding. C'est pour ça que j'essaye d'attirer à moi mes clients idéaux et que je ne fais pas du démarchage parce que c'est quelque chose, je ne suis pas à l'aise à le faire et je ne vais pas passer des heures et des heures à essayer de me former à la prospection, etc. Je sais qu'il y a d'autres Ouais, méthodes qui marchent et c'est pour ça que je me focus sur ces méthodes-là et que je donne mon énergie et mon temps à ces méthodes-là et pas à des méthodes qui ne sont pas faites pour moi. yes, clairement. Et puis tu perds plus de temps, je pense, à essayer de calquer un truc qui te correspond pas que en fait être vraiment toi. Mais ça te demande après effectivement de bien se connaître. C'est Euh, ça. du coup, toi, tu es passé par des phases d'introspection, peut-être. Je, Ouais. je suis dans une de manière continue. C'est vraiment quelque chose que, en fait, le fait de partir et vraiment de me retrouver un peu seule face à moi-même, sans vraiment de pollution autour, c'est là où j'ai vraiment eu l'occasion de me retrouver seule, Mm. d'apprendre à me connaître. C'était vraiment le challenge de mon année 2019 et c'est encore le challenge de mon année 2020. Mais en fait, c'est quelque chose qui te permet vraiment en fait, comprendre ton fonctionnement. Ça va t'ouvrir toutes les portes. Tu vas comprendre comment tu communiques, comment est-ce que tu peux interagir avec les gens, etc. Enfin, comment tu peux exercer, entre guillemets, ta mission le mieux possible. C'est Et c'est ça. vraiment super important et c'est vraiment, encore une fois, ça demande énormément d'efforts. L'introspection, c'est quelque chose qui est assez compliqué parce que ça Ben demande ouais, du temps, de l'investissement, ouais. etc. Et puis on va Mais gratter ou chercher des choses qui sont pas parfois confortables. Et du c'est coup, ça, on est obligé ouais, d'être hyper honnête avec soi, en fait. c'est ça. Un peu Et comme le c'est encore storytelling. C'est ça, c'est toujours dans cette continuité d'être authentique. Il faut commencer à être authentique avec soi-même avant de vouloir être authentique avec les autres. Donc C'est c'est ça. vraiment un chemin que je peux que conseiller. Et si j'ai un conseil à donner pour n'importe qui veut se lancer, qui veut commencer dans le storytelling, dans la communication plus authentique, etc., c'est vraiment de d'oser et d'apprendre à se connaître davantage d'un point de vue personnel, que ce soit de l'introspection ou n'importe quelle autre méthode, mais c'est vraiment d'apprendre à se connaître en premier lieu. Mm. Je rebondis du coup sur parce que du coup tu nous parles d'authenticité et tu te rappelles on s'était dit que c'était pas toujours évident de trouver en fait la limite entre bah, l'authenticité donc en fait dire énormément de choses très personnelles et tout en restant en fait un professionnel, c'est-à-dire garder en fait une certaine légitimité et pas tomber dans je dévoile tout de moi et du coup je me mets dans une position un petit peu on va dire comme si j'attendais de l'aide ou en tout cas que je ne suis pas positionnée comme un... Alors, j'aime pas le mot leader, mais en tout cas, du coup, c'est plus toi l'accompagnant, tu vois. Parfois, la barrière, elle est floue. Du coup, comment... Enfin, toi, tu conseillerais quoi dans ce cas?
fait, ce qui me fait un peu froncer les sourcils de temps en temps quand on parle du storytelling, c'est qu'on associe le storytelling au fait de raconter sa vie. Pour moi, c'est pas du tout ça. C'est pas raconter ta vie, l'embellir, essayer de mentir comme on en parlait tout à l'heure. Ouais. Pour moi, ça, c'est une vision totalement biaisée du storytelling parce que, en fait, le storytelling, c'est raconter des histoires et c'est trouver des histoires personnelles qui vont servir ton business, qui vont apporter de la valeur ajoutée à ton contenu, qui vont te permettre de créer des liens solides avec ton audience, etc. Yes. Et justement, c'est en fait la clé, c'est de te poser la question, est-ce que ce que je partage, ça va servir mon business? Est-ce que ça va me permettre d'appuyer mon expertise, de renforcer mon image de marque, etc. Yes. Est-ce que ça va aussi. dévoiler, tout à fait, exactement, est-ce que ça va dévoiler une part de ma personnalité qui est importante à mettre en avant dans mon business, etc. Donc, c'est vraiment des questions à se poser avant de partager ou même de rédiger ton contenu. Donc, comme tu dis, c'est un travail compliqué parce qu'on se dit, oui, mais le storytelling, il faut que je raconte ma vie, il faut que je dévoile des parts super personnelles de moi, mais ce n'est pas du tout ce qu'on demande. Forcément, pas devoir te dévoiler, mais tu as le droit de choisir ce que tu vas dévoiler et tu dois, c'est même un devoir de respecter en fait ton audience en lui offrant du contenu à valeur ajoutée et qui vraiment va servir ton projet et va appuyer ton expertise. Yes, et tu disais, je me souviens, tu disais qu'en fait, il faut vivre une expérience. Et en fait, il faut en parler une fois que tu l'as bien digéré, entre guillemets, et pas laisser déborder un peu ses sentiments ou en tout cas trop d'émotions. Exactement. En fait, c'est aussi une question de timing, de bien raconter ces histoires et de les partager. Parce que comme tu l'as dit, en fait, si on vit quelque chose qui peut être, je sais pas, qui peut être frustrant, qui peut être agaçant, qui peut nous énerver, qui peut nous rendre triste, et qu'on le raconte tout de suite dans la foulée, le message qu'on va faire passer ne sera pas le bon, ou du moins, même si le message est bon, il va pas être perçu de la manière dont on veut que notre audience le perçoive. Parce que forcément, nos émotions, elles vont biaiser notre manière de parler, ça va biaiser notre gestuelle, notre message, les mots qu'on emploie, etc. Yes. Et clairement, le l'énergie, message en sera fait. L'énergie tout aussi, à fait. elle n'est pas la même. Ouais. C'est ça. Et du coup, tu risques de desservir ton message, de desservir ta cause en justement ne prenant pas le temps de digérer les émotions, de les comprendre, de les analyser, pardon, et de prendre du recul. C'est vraiment l'enjeu, c'est de prendre du recul, de te poser la question, ok, est-ce que j'ai fait ce travail-là? Est-ce que j'ai guéri? Est-ce que mes émotions, elles sont calmes, elles sont smooth, etc. Est-ce que je peux en parler de manière pas détachée, parce qu'il faut toujours être impliqué dans ces histoires, mais est-ce que je peux en parler de manière à ce que mon message soit clair, soit entendu, et sans que ça crée forcément de tension ou qu'il y ait une mauvaise énergie, comme tu as dit. Et qu'en fait, en tant que personne qui accompagne d'autres personnes dans une démarche, dans un business par exemple, il faut aussi pouvoir donner ce sentiment, on va dire, moi je me dis, quoi qu'il advienne, il faut dégager, alors je sais que c'est pas toujours évident, mais il faut aussi dégager quelque chose de positif, tu vois, parce que si à chaque fois qu'on lit tes posts, les gens ils sont déprimés, c'est pas forcément vers toi qu'ils vont se tourner, quoi. Donc, je pense que ça, en termes d'énergie, c'est super important de bien faire la distinction, mais c'est très dur aussi parce qu'on est sur Instagram et que beaucoup d'entre nous ont utilisé Instagram à titre perso avant de l'utiliser en mode pro. C'est ça, et c'est super important aussi d'avoir le recul nécessaire et de pouvoir tirer une leçon de ce qui t'est arrivé. Comme tu dis, il faut qu'il y ait quand même une note positive à ce qui c'est peut-être ça alors. C'est peut-être ça, en fait, le petit tips qu'on pourrait donner, c'est en fait, tu vis quelque chose, mais t'en tires une leçon. Toujours. Et du coup, que tu communiques donc de manière un peu plus neutre, en fait, à ta communauté. Et généralement, quand tu viens de vivre le moment, quand tu es encore dans les émotions, etc., tu n'as pas le recul nécessaire pour te dire « Ah, ok, j'ai vécu ça, donc ça m'a appris ça. » C'est pour ça que c'est super important de faire un pas de côté, de te dire « Ok, j'ai vécu ça, je vais me laisser le temps de laisser le processus se faire et j'y reviendrai plus tard. » Yes. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, par exemple? Donc, tu vis la chose et toi, tu fais quoi? Tu notes des petites anecdotes, des petites choses? Je fais beaucoup de journaling. Quand je sens que quelque chose se passe et que c'est trop... En fait, j'ai énormément à titre personnel, c'est un travail que je fais parce que j'ai énormément de mal à gérer mes émotions, etc., à les accepter, à les comprendre. Donc, c'est quelque chose qui m'aide aussi sur ce point-là. Donc, le journaling, ça me permet déjà de faire sortir, après de me rendre compte de ce qui se passe. Parce qu'une fois que tu relis, ah oui, ok, j'avais cette vision-là des choses, ça mais permet maintenant, de recul.
ça. Et genre, je sais pas, à une semaine après avoir vécu l'événement, un mois après avoir vécu l'événement, tu reviens sur tes écrits et tu dis, ah ouais, ok, j'avais cette vision-là, mais maintenant j'ai une vision différente. Alors, est-ce que je peux comparer ces deux choses et est-ce que je peux en tirer quelque chose? Est-ce que je peux en tirer une leçon? Donc, en fait, tu reviens sur tes écrits de journaling de temps en temps, enfin, ou même C'est ça. régulièrement. Ouais, j'essaye parce que je veux vraiment que ce soit plus qu'un outil qui me libère, entre guillemets, de poids ou de situations qui peuvent être un peu pesantes. Je veux vraiment que ce soit utile et que je puisse m'en resservir. Ouais, parce qu'en fait, ça documente un peu ton parcours ou en tout cas ton cheminement entrepreneurial, en fait. Et si l'événement revient plusieurs fois, je saurai comment réagir ou comment dealer avec cette émotion, avec cet événement, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui me permet aussi d'avancer un peu plus sereinement. Ok, ok. Yes, c'est super important je pense qu'on aborde cette question parce que c'est vrai que, enfin, je le vois par exemple en story, enfin, justement, le fait qu'on fasse des stories, ce genre de choses, on a plutôt tendance parfois à prendre notre téléphone à chaud et à raconter un truc, tu vois, que ce soit un truc qui nous a vachement plu ou un truc qui nous a vachement énervé. Mais du coup, dans les deux cas, en fait, les émotions, elles sont exacerbées. Alors, si c'est dans la joie, c'est tant mieux parce que du coup, c'est plutôt assez positif. Mais quoique parfois, je me dis, ça peut peut-être énerver certaines personnes. Et dans le négatif, ça peut aussi plomber carrément. Et du coup, ça fait un espèce Enfin, parce qu'on le sait, hein, quand on entreprend, c'est un peu les montagnes russes. Et du coup, c'est pas toujours... Alors, donc il là. ne faut pas non plus être super lisse, Ouais, mais non, c'est le fait clairement pas. de pas, tu sais, paraître comme la nana qui fait le yo-yo tout le temps, qui est super énervée, super excitée, etc. Il faut vraiment trouver le juste milieu et vraiment, il faut que ça serve ton message. Il ne faut pas C'est ça. parce que tu es en colère, ton message soit plein de haine et que tu agresses les personnes à qui tu parles. C'est pas une façon de communiquer. Et c'est Ouais, aussi ça clairement qui pas. est dans le processus de prendre du recul, etc. Yes. Au final, on est un peu dans le même process. Alors, je sais pas si on peut comparer les deux, mais la communication non violente, un petit peu, en fait, tu appliques les mêmes choses. En fait, nous, en fait, c'est ça, c'est qu'il faut presque, c'est pas effacer l'humain, mais en tout cas prendre du recul par rapport à ce qu'on vit pour en faire un message correct. Et, Ouais. euh, et c'est vrai que ça, c'est peut-être. Est-ce que toi, tu te poses ces questions? Par exemple, moi, je sais que. Alors, parce qu'il y a aussi une autre chose, il y a aussi les gens qui postent pour poster. Et du coup, c'est pas toujours évident parfois. Parce qu'il y a aussi cette culture du Instagram, de l'instantané, de ce genre de choses. Je parle d'Instagram parce qu'en général, moi, c'est le réseau sur lequel je suis le plus. Je pense que toi aussi, si je ne me trompe pas. Aussi. Team introverti, on est tous là. On est tous sur Instagram. Ah oui, poster pour poster. Parce qu'en fait, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai des clientes qui passent d'un profil donc personnel. Et donc là, c'est des photos prises de vacances, ce genre de choses. Mais du coup, c'est assez dur pour elles de voir qu'en fait, Instagram peut aussi servir leur business. Mais du coup, arriver à faire cette bascule, ce point de bascule. Et donc, du coup, se dire, en fait, il faut vraiment que pour chaque poste, je me dise, en fait, en quoi je réponds à une problématique ou en quoi j'aide un client, enfin, en quoi je peux aider ma communauté. Et je pense que ça, il faut bien le garder en tête, justement, encore plus dans le storytelling. Et c'est ça où la stratégie joue un rôle super important parce que tu dois forcément définir tes objectifs, définir le cœur du contenu que tu vas partager, etc. À qui, pourquoi, à quel moment. Et je Mm. pense que cette structure, elle aide forcément les personnes qui passent d'un compte perso à un compte pro. C'est, je pense, quand on arrive sur Insta et qu'on se dit, OK, toute ma vie, j'ai communiqué de manière assez personnelle avec mes amis, maintenant, comment je fais? Je pense que vraiment, le fait d'avoir un plan d'action, une stratégie, ça peut que aider ces personnes-là parce que du coup, elles ont une structure, elles savent quoi faire. Bon, il y a quand même la liberté de si j'ai pas envie de poster, c'est pas la fin du monde, tu postes pas. C'est ça. Euh, le fait d'avoir une structure, ça aide vachement. Mm. Donc toi, tu te dis, en fait, donc ton journaling fait partie de ta stratégie, en fait. C'est quelque chose Bah, que en fait, tu... j'ai du mal à dissocier mon développement personnel de mon développement professionnel, entre Professionnel, ouais. guillemets. Bah oui, Ouais, parce c'est qu'en fait, les vraiment, deux vont de pair, quoi. ouais, tout à fait. Bien sûr. Donc oui, le journaling, ça fait clairement partie de ma stratégie parce que je me dis, enfin, ça m'est arrivé de m'inspirer de mon journaling pour écrire un post ou pour faire une story ou pour parler de quelque chose qui m'a touchée mais que j'ai pris le temps de processer, de digérer. Donc, oui, Yes. Et c'est vrai que peut-être c'est parce que parfois, alors
je sais pas, mais c'est peut-être parce que quand on est salarié, c'est pas le même game. On a vraiment en fait la séparation entre la vie pro et perso. Et du coup, quand on devient entrepreneur, je sais pas si toi si tu as fait ça, mais du coup, on se sent pas toujours bien de partager des trucs perso parce qu'on sent qu'on peut avoir ce sentiment de comment dire. Par exemple, tu vois, assumer un échec, assumer un truc qui n'a pas fonctionné, et ben du coup, on aura plus de mal à en parler parce que en fait, on se dit, bah non, on va croire que je suis pas quelqu'un de bien ou en tout cas pas compétent ou ça va desservir mon image, alors que parfois, en fait, c'est vraiment les posts les plus, enfin posts ou stories ou en tout cas contenus qui sont parfois les plus accrocheurs et ceux qui vont engager le plus en fait finalement. Mais c'est parce que justement, les gens ont besoin d'engager avec des gens, ont besoin de se reconnaître avec des personnes qui leur ressemblent et qui passent par les mêmes épreuves qu'elles passent. Donc c'est pour ça qu'on se reconnaît tellement quand quelqu'un ose parler d'un échec, quand quelqu'un ose parler de quelque chose qui ne va pas dans sa vie, etc. Tu te dis, ah oui, bah, je ne suis pas toute seule. Et ce sentiment de ne pas être toute seule, c'est vraiment un sentiment inégalable quand tu es dans une communauté parce que tu sens vraiment un sentiment d'appartenance. Tu peux t'identifier à la personne qui a vécu cet événement, qui a vécu cet échec, etc. Donc je pense que c'est vraiment important de partager ces périodes-là qui sont pas cool, mais c'est important de le faire. Mais c'est vrai que du coup, en fait, ça renvoie un petit peu au sentiment de l'imposteur qui parfois peut revenir et tu te dis alors oui ou non, je le dis ou je le dis pas. Et c'est vrai que parfois tu peux être un peu, tu peux passer des heures à te dire bon alors est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas Mais c'est parce que en France, en tout cas, la culture de l'échec, c'est terrible, c'est très très tabou. Et il y a ouais, plein d'autres sujets liés à l'entrepreneuriat qui sont tabous, mais échouer, c'est tabou parce que ça veut dire que tu n'es pas assez compétent, ça veut dire que tu sais pas ce que tu fais, alors que pas du tout. En fait, je pense qu'il faut démystifier l'échec et de se dire que ça fait partie du processus et que les échecs ne sont pas vraiment des échecs parce que c'est des choses qui te permettent de réajuster ta stratégie, bien sûr. de te repositionner, etc. Donc, ouais, c'est vrai que l'échec, on ne devrait vraiment pas le voir comme un échec en tant que tel. Ouais, en fait, on devrait se dire bon, bah, en tout cas, soit ça ne me correspond pas, ou en tout cas, je ne suis pas assez encore prêt pour arriver à gérer ce genre de choses. Et en fait, ça permet d'avoir une direction, en fait, quelque part. Tout à fait. Et encore une fois, c'est là où la prise de recul, elle est super nécessaire. Parce que si tu vis un échec, la première chose que tu vas te dire, c'est je suis nulle, c'est pas fait pour moi, j'abandonne. Alors que si tu prends le temps de te dire, OK, il y a quelque chose qui n'a pas marché, j'y reviendrai dans 2-3 jours quand je serai un peu calmée. Et là, tu prends le temps d'analyser ce qui n'a pas marché et tu réajustes. Enfin, toute ma vie, je prends du recul et c'est vraiment ce que je peux que conseiller parce que c'est vraiment libérateur. En fait, se détacher du résultat, en fait. Se dire que toi, tu as fait un truc et OK, bon, bah, le résultat, il est ce qu'il est, mais tu aurais pu réussir comme tu peux rater, en fait. Et comme les deux solutions existent, tu te dis, bon, bah, OK, bah, cette fois-là, elle n'a pas marché. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, c'est parce que du coup, après, souvent, ça, on le prend tellement à cœur que du coup, ça vient toucher notre estime de nous directement. Et du coup, plutôt que d'être notre meilleur ami à se dire mais si, tu vas y arriver, allez, c'est juste une petite boulette là, allez, ça, on va continuer. Bah, du coup, c'est comme si on s'auto-flagellait et puis on se disait bah non, mais c'est bon, laisse tomber, je suis nulle, j'arrive plus à rien. Et après, du coup, ça pousse pas à l'action. Hein. C'est vrai que quand on est comme ça, c'est pas très bénéfique. Et donc, ouais, la prise de recul, c'est super important. Et du coup, je t'avais demandé, est-ce que tu as des petites clés à partager donc justement pour un bon storytelling. Enfin, en tout cas, toi, quelles sont les choses, en fait, c'est pas forcément des trucs compliqués, hein, mais quelles sont les choses que tu pourrais nous dire, que tu communiques à tes clients pour... Comme je t'ai dit, la première étape pour moi, c'est d'apprendre à se définir et à se connaître, en fait, parce que vraiment, on n'est pas notre métier, on n'est pas notre âge, on n'est pas le lieu où on habite. Et je pense que c'est important vraiment de le savoir, d'en avoir conscience. Et du coup, de se dire, OK, si je ne suis pas ça, si je ne suis pas mon métier, mon âge, etc., qui je suis. Et c'est là où on commence à travailler sur nos valeurs, sur notre personnalité, sur notre trait de caractère, sur notre histoire, sur notre parcours, etc. Et c'est là qu'on commence vraiment à creuser, qu'on commence à se dire, ah ouais, enfin, je suis quelqu'un, j'ai des choses à dire, j'ai des choses à l'intérieur de moi, tout est déjà à l'intérieur de moi, j'ai pas besoin d'aller mentir, d'aller piocher des trucs à droite à gauche, d'aller m'inspirer je ne sais où, tout est déjà en toi et c'est ça qui est super important d'assimiler et c'est vraiment la première étape pour moi. Et après, ce que je peux conseiller, c'est aussi
ce que j'aime bien conseiller, c'est de faire ce que j'appelle un arbre à histoire. C'est en fait, tu prends ta vie et tu essayes de décomposer tous les pôles de ta vie et les petites histoires que tu as vécues, des expériences, etc. Et après, de te poser la question, ok, parmi ces petites histoires, quelles sont celles qui valent la peine d'être racontées d'un point de vue professionnel, etc. Et justement, de autour de ces histoires pour en créer du contenu, comme je le disais, à valeur ajoutée, qui servent ta cible et qui aussi te correspondent et qui du coup te procurent une joie, entre guillemets, à l'idée de les partager. Parce que ça, c'est la clé, clairement, de partager du contenu qui te fait plaisir, où tu te retrouves, où tu n'arrives pas sur Instagram en te disant « Ah là là, aujourd'hui, je dois poster, j'ai pas vraiment envie. » Ça, c'est niette. Du coup, c'est vraiment les conseils que je pourrais donner. Ouais, en fait, finalement, j'ai l'impression que en fait, c'est toujours, enfin, c'est assez simpliste, mais finalement, c'est un peu toujours la joie qui doit nous driver en fait dans ce qu'on fait. Parce que du coup, c'est un très bon indicateur. C'est en fait, si tu es enjoué, si tu es excité à l'idée de faire quelque chose, bah, ça veut dire que tu es aligné avec ce que tu fais. En revanche, si tu es là à te prendre la tête, à pas savoir ce que tu veux faire, c'est la peur qui prend le dessus. Et du coup, bah, en général, la peur, quand on s'y fiche, c'est que, enfin, en tout cas, on sait qu'elle ne va pas nous mener vers quelque chose qui nous ressemble. En tout cas, on va peut-être pas être au maximum de ce qu'on sait faire. Et c'est vrai que c'est important de réfléchir comme ça, mais ça va aussi un petit peu à l'encontre de tout ce qu'on a appris quand on était plus jeune. Et du coup, c'est vrai que c'est pas évident. Toi, c'est vraiment à travers le journaling que tu avais réussi à vraiment trouver des réponses, parce que tu me dis, en fait, c'est beaucoup de savoir se connaître, etc. Dans les autres podcasts que j'ai fait, on parlait beaucoup de human design, ce genre de choses. Toi, c'est essentiellement à travers le journaling et vraiment l'écrit. Alors oui, après ma sœur aussi touche un peu au human design, du coup elle m'en dit énormément sur moi et ça fait quelques mois que je m'intéresse à l'astrologie aussi, du coup c'est un outil qui m'aide énormément et où il y a aussi vachement d'introspection, comment je pourrais dire, individuelle entre guillemets, où je prends le temps de méditer, d'essayer vraiment de regarder à l'intérieur, c'est un peu mystique dit comme ça, mais c'est vraiment le fait d'analyser ce qui se passe en toi, même dans ta manière d'interagir avec les gens. Je sais que moi, je ne suis pas à l'aise en public, je ne suis pas à l'aise au milieu d'énormément de personnes, etc. Comment je peux faire pour être plus à l'aise? Comment est-ce que je peux faire pour faire en sorte que ma communication ne soit pas une lutte entre moi intérieur, tu vois. Et en fait, ouais, c'est vraiment... Ouais, le journaling, le human design grâce à ma sœur et l'astrologie et aussi la méditation, l'introspection. C'est vraiment des outils qui m'aident et c'est vraiment... en fait, quand tu prends le temps de t'écouter, de te comprendre, je trouve que c'est vraiment plus facile de naviguer un peu, que ce soit dans ta vie pro ou dans ta vie perso. Donc, ouais, c'est ça, c'est vraiment s'accorder. Enfin, en fait, sortir un peu de ce schéma de l'entrepreneur, du hustle, là, genre, il faut y aller, il faut toujours être dans l'action. Mais aussi se réserver. Ouais, mais après, on peut combiner les deux. Je pense qu'il y a des moments où tu peux être vachement d'introspection. Puis... Enfin, en fait, ça dépend des gens. Moi, je sais que je fonctionne comme ça. J'ai des phases où je suis vraiment d'introspection, puis après, je fonce. Mais après, il y a des gens qui arrivent à faire un peu des deux dans la journée. Mais vraiment redonner cette place à un... Alors, parfois, on peut penser que c'est un repli sur soi, mais pas vraiment. Non, c'est plutôt un retour à soi et essayer de vraiment s'écouter et pas être pollué aussi par toutes les injonctions, tout ce que nous dit la société autour de nous, tout ce qu'il faut faire, ne pas faire, ce qu'il faudrait faire, alors qu'en fait... Mais ça aussi, ça demande un exercice supplémentaire, dans le sens où parfois on peut être influencé par les personnes autour de nous. Et donc, il faut encore plus, je pense, quand on est introverti, on n'a pas... on doit encore plus faire ce travail-là, puisqu'on sort un petit peu... On peut pas dire norme, parce que, bon, introverti, extraverti, c'est voilà, deux façons de faire qui existent et qui cohabitent. Mais comme, du coup, ça correspond pas à la majorité des personnes qui sont... Enfin, qu'on voit, en tout cas, enfin, chez l'entrepreneur. Du coup, ça nous demande d'encore plus... finalement, en fait, c'est encore plus s'affirmer. C'est ça. C'est ça, en fait, hein, finalement. Le storytelling, c'est un peu ça, c'est s'affirmer à travers ses histoires. Clairement, c'est te positionner, en fait. Tu te positionnes d'abord par rapport à toi, tu fais un état des lieux et tu dis « Ok, je suis cette personne
je me qualifie comme ça et c'est comme ça que je veux que les gens me perçoivent. Et donc, c'est en étant en adéquation avec cette vision que j'ai de moi et cette vision que je veux qu'on ait de moi que je vais pouvoir communiquer de manière authentique en étant pleinement moi-même et surtout en ne me laissant pas influencer par tout ce que je peux voir autour. Et c'est quelque chose qui est pas évident et qui, je pense, demande du temps. Le fait d'être pleinement aligné avec soi-même, aligné avec ce que tu fais, avec ta communication, etc. En fait, pour moi, le Graal, c'est quand tu es parfaitement aligné, c'est que tu n'es pas influencé par ce qui se passe autour. Tu fais ce que tu as à faire, tu es heureux de faire ça, tu es parfaitement en adéquation en fait, avec ça. Et ce qui se passe autour, ça n'a pas d'impact dans le sens où ça ne va pas te miner le moral ou te dire de ah, j'aurais pas dû faire ça comme ça, j'aurais pas dû dire ça, etc. Parce qu'à partir du moment où tu es en accord avec ce que tu dis, avec ce que tu fais, ça n'a pas vraiment d'importance ce qui se passe autour. Et à partir du moment où, bien sûr, tu te remets en question quand c'est nécessaire, mais ça ne devrait pas être des éléments extérieurs qui te cassent le moral, qui te donnent envie d'arrêter, etc. Ouais, clairement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident à faire parce que dans cette culture de l'Instagram, on est constamment tenté à aller voir tous les gens qui sont dans notre thématique en tout cas. Et c'est vrai qu'il y a toujours cette histoire de comparaison qui peut arriver et tu te dis. Et justement, ça, c'est un jeu dangereux, je trouve. C'est qu'à la limite, il faudrait presque jouer à l'ermite. Enfin, moi, je le fais, hein. Je mets mon truc en mode avion et je fais ma life. Mais alors, du coup, Ouais. parfois, c'est pas évident de trouver le juste milieu entre je me coupe un peu de ça et je suis moi, et je communique quand même avec ma communauté, tu vois. C'est Je pense ça. qu'il faut arriver à bien jauger la chose. Et je pense que du coup, c'est super important de t'entourer, entre guillemets, sur les réseaux de personnes qui te font pas ressentir cette envie de te comparer et de te dire, OK, elle a fait ça et moi j'ai fait ça et ça marche pas de la même manière. Faut, c'est aussi important du coup de savoir faire le tri, de savoir te respecter en te disant, OK, Ouais. cette personne, elle réussit, c'est super pour elle, Elle mais elle réussit n'est à sa pas manière, bonne, en fait. c'est Mm. ça. Et j'arrive pas, du moins au moment où là je me trouve dans ma vie, j'arrive pas à gérer avec ça, j'arrive pas à ne pas me comparer avec elle, et ben on coupe les ponts avec cette personne et on se dit c'est pas grave, ça arrive, mais là à l'heure actuelle je suis pas dans une position qui me permet de ne pas me comparer, alors je vais pas me torturer en me laissant des tentations pour aller me comparer tous les 4 matins. Du coup c'est un travail, c'est compliqué à faire, encore une fois, mais je pense que ça a vraiment de la valeur à la fin. En fait, je pense que c'est pas que c'est compliqué, mais je pense qu'en fait, ça demande vraiment de se poser et de pas foncer comme on a toujours l'habitude de voir. C'est-à-dire qu'on nous dit oui, il faut que tu fasses ça. Enfin, tu sais, c'est des choses très pragmatiques. On te dit, enfin, après, chacun a une approche différente, mais on va dire que parfois, on te dit, il faut faire un business plan, il faut faire ça, il faut machin. Et en fait, le côté humain est complètement zappé Je suis d'accord. par rapport au reste, alors qu'en fait, c'est la base. Enfin, en fait, sans personne que tu sers derrière, eh ben, t'as rien qui est construit, en fait. Et moi, je le vois là actuellement dans le co-living où je suis, parce qu'ils sont exactement comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont à fond dans marketing, tout ça, mais alors derrière, nous, on est là, bon, bah écoute, ouais, on n'a pas de nouvelles. Donc et ça, c'est encore assez présent finalement. Enfin, en fait, j'ai l'impression qu'il y a deux mondes un petit peu. Tu vois, il y a ceux qui sont vraiment dans ça, l'authenticité, mais qui ont donc des problématiques liées à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le côté légitime, parce que du coup, elles en donnent trop. Ouais. Et en face de ça, tu as des gens qui sont là et qui baratinent, baratinent, baratinent. Et derrière, il y a zéro bienveillance parfois, malheureusement. On est là que pour ce qu'ils appellent du make money, hein, faire de l'argent, faire de l'argent. Et du coup, il faut arriver à vraiment à trouver un espèce d'entre-deux. C'est ça. Parce que bon, si on a une entreprise aussi, c'est pour en vivre. Donc ça, il ne faut pas s'en cacher, bien sûr. Mais il faut aussi pouvoir être bienveillant tout en se positionnant comme quelqu'un qui peut accompagner, en fait. Donc, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est en fait une espèce de thématique. Enfin, je ne sais pas si tu le vois aussi chez tes clientes, mais c'est quelque chose qui est un peu récurrent, non? Oui, c'est vraiment le fait de trouver sa propre méthode pour faire selon ses règles, entre guillemets, selon ses facilités, selon ses difficultés, justement. Le fait de ne pas, encore une fois, s'imposer des choses pour lesquelles on n'est pas faite et pour lesquelles on ne se retrouve pas, en fait. Donc, c'est vraiment important, encore une fois, d'adapter au mieux ta stratégie, vraiment que ce soit super confortable pour toi de communiquer, de travailler, de vivre de ton business, pour que ce soit vraiment le plus smooth possible et que ce soit pas
galères tous les jours de te dire oh là là, je dois faire ça, je dois faire ci. Non, c'est pas. Si tu te dis ça, c'est que je pense que tu n'appliques pas les bonnes méthodes, des méthodes qui te correspondent. Et du coup, est-ce que ça t'arrive aussi? Parce que alors moi, ça m'arrive ça, et ce serait marrant qu'on en parle. Est-ce que quand du coup c'est facile, entre guillemets, tu te dis pas c'est trop facile? Si, tout le temps. Et que tu te dis c'est pas possible que ce soit si facile en fait. C'est pas possible que toute ma vie on m'ait dit c'était super dur, fallait travailler dur, vite, 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 fallait bien travailler à l'école, fallait bien apprendre. Et genre quand tu le fais, enfin quand t'es toi en fait clairement et que t'es dans ton élément, tu fais les choses, ça marche et tu te dis ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Et c'est quelque chose qui m'est arrivé quand je faisais de la rédaction d'histoire. C'était pour ça que clairement au début je me sous-payais, je ne vais pas le cacher, parce que pour moi c'était quelque chose qui était simple, qui coulait de source et que je pouvais faire rapidement. Et du coup je me disais mais attends, si je le fais si vite, je ne vais pas facturer si cher. C'est quelque chose qui est facile pour moi. Mais ce qui est facile pour toi, ça ne l'est pas pour d'autres. C'est ça. Donc en fait, faut accepter ton don, il faut accepter ton talent. Il faut accepter de te faire payer pour ça. Et ça, je pense que c'est aussi un travail qui demande du temps et qui demande vraiment de la confiance en toi, etc. Mais ouais, la facilité, donc, je suis un imposteur, faut pas que je me fasse trop payer, ça a été mon quotidien. Et je pense que ça teinte encore un peu mes journées et la manière dont je réfléchis et dont je réfléchis au quotidien, quoi. C'est clairement. Après, c'est toujours le même combat. C'est quand, dans notre cheminement, en fait, on a forcément. Des fois, on dépasse quelque chose et on se dit ah bah ça y est, c'est bon, je l'ai dépassé, j'aurai plus jamais à faire à ça. Mais en fait, c'est pas vrai. Hein. La vie vient te mettre des challenges constamment et t'es là bon, bah, ça finalement, en fait, non, je suis pas encore totalement au clair. Il faut que je retravaille. Et c'est ça peut-être. L'erreur qu'on fait parfois, c'est qu'on se dit bon, bah ça y est, j'ai réussi à le dépasser, ou cette peur-là, ou par exemple, j'ai réussi, je sais pas, une action ou un live ou un podcast, quoi que ce soit. Et puis bon, bah, c'est pas pour autant que la fois d'après, finalement, parfois tu peux être déstabilisé parce que toutes les situations ne se ressemblent pas. Ouais, c'est clair. Et en fait, ouais, je pense qu'en fait, pour conclure, on pourrait dire, bah, quoi qu'il advienne, de toute façon, je pense qu'il faut être hyper bienveillant avec soi-même, en fait, de base, non? T'en penses quoi? Et se dire on fait de notre mieux. Et tu vois, et ça fait le lien avec le storytelling quelque part, c'est qu'en fait, il faut communiquer comme un humain, mais il ne faut pas oublier qu'on est un humain aussi. Et qu'on est un être humain avec deux bras, deux jambes, et que voilà, on n'est pas non plus. Ouais, parfois on n'a pas toutes les réponses, et en fait, c'est en faisant en fait qu'on apprend. Clairement. Et le fait de prendre en considération qui on est, nos galères, nos points un peu plus difficiles, les choses qu'on doit vraiment travailler, sur lesquelles on doit passer du temps, c'est vraiment primordial parce que si tu fonces tête baissée en te disant bah, je ressens rien, je suis un super entrepreneur, je dois faire ci, ça, j'ai mon plan d'action, j'ai ma to-do list, bah oui, mais ça marchera pas, ça marchera quelques temps, mais sur le long terme, c'est pas vivable parce que tu te ressens que, tu vas ressentir que en n'étant pas aligné, en n'étant pas en accord avec toi-même, en ne t'écoutant pas, les résultats ils seront pas à la hauteur de tes espérances et même s'ils le sont, tu ne seras pas comblé, il n'y aura pas cette, tu sais, cette petite étincelle qui te fait dire oh, je suis trop contente de me lever aujourd'hui et de travailler. Donc je pense que c'est vraiment important de s'écouter. Vraiment, c'est la clé, comme tu dis, d'être bienveillant envers soi. Et pas oublier aussi, c'est ce que tu disais juste avant, c'est pas voir que sur le court terme le résultat d'une action et se dire en fait construire en fait petit à petit une base qui va faire que sur le long terme tu vas aller de mieux en mieux, ou vers mieux en tout cas, ou vers ce que tu souhaites toi dans ta vie, et pas penser tout de suite et ça vaut aussi pour l'échec, c'est-à-dire que tu peux rater une première fois, mais ça veut pas dire que dans 3 mois ou un an ce sera pas mieux en fait. Ouais, exactement. Et ça va, c'est exactement dans la lignée du storytelling parce que c'est pas du tout une stratégie à court terme. Tu racontes une histoire, tu as des résultats. Je le vois pas comme ça. Je le vois comme vraiment tu t'installes, tu prends le temps de te présenter, tu prends le temps de créer des liens. Et vraiment, pour moi, c'est super important dans un travail comme les coachs, etc., dans un travail où tu accompagnes les personnes. C'est super important qu'il y ait un lien de confiance, qu'il y ait une relation qui se crée avant même l'acte d'achat en lui-même. Et c'est quelque chose que le storytelling t'aide à créer. Et forcément, ça prend plus de temps, il faut être patient, il faut vraiment s'investir. Mais je pense que sur le long terme, c'est rentable et ça vaut le coup. Et aussi s'ouvrir, parce que c'est ça aussi parfois,
notre société, comme on disait, donc peur de l'échec, on met un peu ce masque de la personne corporate. Et du coup, ça nous empêche parfois de toute façon, ça rejoint un peu ce qu'on disait juste avant, c'est en fait avoir cette capacité d'être un peu corporate quand même et de s'ouvrir aussi, mais d'arriver à bien trouver la balance parce que c'est ce côté très authentique et humain en fait qui va aussi apporter sa petite pierre à l'édifice. Et donc les deux vont pouvoir cohabiter. Exactement. Voilà, je pense qu'on peut terminer là-dessus. Merci à toi en tout cas. Et Merci à toi. je t'en prie. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode.